beaucoup, Marie-Noëlle Lienemann, d'avoir accepté notre invitation et de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Bonjour, vous êtes élu de Paris, rattaché au Sénat, au groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste, et vous êtes responsable national de la gauche républicaine et socialiste. On va évidemment parler de ce qui se passe à gauche dans quelques instants, mais d'abord, Elisabeth Borne a donc été nommée à Matignon hier, et vous l'avez entendu, dans son discours, elle a dédié sa nomination à toutes les petites filles. C'est un beau message. Oui, en même temps, c'est révélateur d'être obligé de réinsister sur le côté original, original de la nomination d'une femme Premier ministre. Dans tous les autres pays d'Europe, c'est devenu normal. Je forme le vœu que ce soit la dernière fois qu'on soit obligé de faire ce genre de commentaires. Et qu'il ne faille pas attendre 30 ans entre deux nominations aussi, peut-être. Surtout. Elle vient de l'aile gauche, Elisabeth Borne, elle vient de l'aile gauche de la majorité. Après 2 premiers ministres de droite, est-ce que vous y voyez le signe qu'Emmanuel Macron a entendu votre électorat? Non. Elisabeth Borne a toutes les qualités pour être première ministre, pour faire bien le job. Le problème, c'est le job qu'elle doit faire n'est pas celui qui correspond aux aspirations du peuple de notre pays, notamment de la gauche. C'est à l'action qu'on voit les hommes et les femmes de gauche. Surtout, ce que je voudrais dire pour insister, c'est qu'elle a été quand même la ministre de toutes les réformes dures. La SNCF, d'ailleurs au passage, la réalité a amené à reculer. Je me rappelle qu'elle était contre les trains de nuit, et on est revenu sur les trains de nuit. On avait fermé le fret entre Perpignan et Rungis, on l'a rouvert. Donc toutes ces réformes ne sont pas forcément très bonnes. Deuxièmement, elle a assumé pleinement. Alors ça, la grande qualité d'Elisabeth Borne, c'est qu'elle est déterminée et qu'elle assume la réforme de l'assurance chômage, qui a un recul considérable contre l'avis de tous les syndicats. Donc elle sera sans état d'âme pour mettre en œuvre les réformes les plus négatives que nous promet Emmanuel Macron. Et un grand silence. À un moment où elle nous dit « je vais faire tout pour l'écologie », pas un mot sur la priorité numéro 1, le pouvoir d'achat. Pourtant, on sait que ça sera une des premières réformes présentées au Parlement. Le texte est quasiment prêt. Il sera présenté après les législatives, évidemment, si la majorité présidentielle actuelle obtient une majorité à l'Assemblée nationale. Pour vous, ces mesures, le chèque alimentaire, l'indexation des retraites sur l'inflation, l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, ce ne sont pas des bonnes mesures? En soi, c'est toujours bien bon à prendre. Mais la question, c'est que ce n'est pas du tout à la hauteur de la gravité de la situation. D'abord, on nous fait croire que l'inflation est quelque chose qui va être peu durable. Bon, ça, c'est le genre de on recule. Mais même à supposer qu'elle dure 2 ou 3 ans, c'est pas à coup de chèque et de primes qu'on va régler la grande divergence entre le niveau de revenu des Français et leurs besoins. Et je ne prends qu'un seul exemple, le logement. On ne peut pas laisser déraper les dépenses de logement comme c'est aujourd'hui. On ne peut pas avoir cet écart avec les salaires qui ne suivent pas l'inflation, qui ne sont pas revalorisés. Donc, bref, des mini-mesures qui ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation, et surtout du vécu des gens, qui, lui, continue pour une large partie. Mais qu'est-ce que vous ferez, du coup, avec ce texte? Est-ce que vous voterez ces mesures en amendant ce texte, en ajoutant d'autres, ou est-ce que vous ne voterez pas? Il ne vous a pas échappé qu'il y aura peut-être une nouvelle majorité. Donc, moi, j'attends de voir. Sur les réformes, vous le dites, selon vous, Elisabeth Borne, c'est la ministre des réformes dures. Vous la connaissez bien, vous, oui. Elisabeth Borne. Elle a dit hier, dans son discours à Matignon, elle a prononcé plusieurs fois le mot dialogue, que les réformes devaient se construire dans le dialogue avec les élus, le dialogue avec les partenaires sociaux. Ça, c'est bon signe. Elle nous disait déjà ça pour la réforme de la SNCF. Donc vous n'y croyez pas? Elle nous disait déjà ça pour la réforme de la CEDIC. Le dialogue, c'est j'ai raison, enfin j'ai le gouvernement, le président raison. Et il faut expliquer aux partenaires sociaux. Ce n'est pas ma vision du dialogue. Vous qui la connaissez, quel Premier ministre sera-t-elle, selon vous? Efficace, c'est sûr. Mais efficace, en quel sens? Chef d'équipe, oui, certainement. Ce n'est pas le genre de personne, indépendamment de son sexe, qui va se laisser intimider pour imposer son autorité. Donc ça, c'est plutôt bien, quand vous êtes un leader politique, de ne pas être flottant. Elle est carrée. Donc voilà, moi, en même temps, vous savez, Matignon, c'est une responsabilité très pesante. Vous êtes envahi tous les jours de plein de sujets. Il ne faut pas se laisser déborder. Je ne crois pas qu'elle se laissera déborder. Mais comme je l'ai dit, ce qui compte, c'est d'abord l'action.
Et pour les parlementaires, c'est une bonne nouvelle, cette nomination? Elle va être dans le dialogue avec les parlementaires, selon vous? Elle argumente. C'est une scientifique. D'ailleurs, au passage, j'espère qu'elle va défendre l'enseignement des maths et la remontée du niveau en mathématiques de ce pays, qui est une catastrophe. C'est une ingénieure, j'espère qu'elle va pousser tout cela. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps, d'avoir eu une ingénieure... Une scientifique et une ingénieure. Moi-même, je souffre trop souvent de voir le peu de cas qu'on fait de la science dans ce pays. Mais bon, donc c'est une femme qui est très rationnelle dans ses arguments, ce qui est toujours préférable pour le débat parlementaire. Il y a une réforme, évidemment, il va y avoir les questions de pouvoir d'achat, mais également la réforme des retraites. Vous y êtes opposé au report de l'âge légal de départ à la retraite. Comment vous allez combattre cette réforme? D'abord, je crois qu'il faut le combattre avec les Français. On verra déjà quel est le rapport de force politique. Mais on voit bien qu'il y a une hostilité très forte, au-delà des clivages habituels, sur cette réforme. Donc il faudra prendre appui sur la mobilisation sociale, sur l'opinion publique, et montrer... Donc dans la rue plus qu'au Parlement? Les deux, parce qu'il faut montrer aussi qu'elle n'est pas nécessaire, indispensable, et qu'une autre voie est possible. Et quand on voit que l'âge légal de la retraite va être supérieur à l'âge moyen des Français en bonne santé, tout le monde a compris ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on recule dans la capacité d'avoir dans notre fin de carré de vie des moments où on peut, si je puis dire, terminer avec sérénité son existence. Vous nous l'avez dit, Marine Lienemann, évidemment, ces réformes ne pourront être mises en œuvre que si Emmanuel Macron obtient une majorité à l'Assemblée nationale. Les premiers tours des législatives, c'est le 12 juin prochain. La gauche s'est unie derrière Jean-Luc Mélenchon, mais pas toute la gauche. Est-ce que vous soutenez cet accord derrière Jean-Luc Mélenchon? Alors, vous savez, j'ai toujours été unitaire. C'était une des raisons, d'ailleurs, de mon départ du Parti socialiste. C'est que je n'acceptais pas qu'il y ait une espèce d'exorcisme contre Jean-Luc Mélenchon et qu'on refusait la stratégie historique de la gauche de rassembler toute la gauche. De la même manière, quand on s'est rapproché de Jean-Luc Mélenchon en créant la gauche républicaine et socialiste, j'ai plaidé auprès de Jean-Luc Mélenchon pour qu'on rassemble toute la gauche et qu'on prépare les présidentielles avec un programme commun des forces de gauche, gardant des différenciations. La gauche française a toujours été diverse, mais montrant qu'il y avait une mobilisation sur des priorités qui répondaient à l'attente du pays et des Français. Même topo, jamais avec les socialistes. Et puis par ailleurs, il faut créer un nouveau rapport de force et ensuite ils viendront à la table de l'Union. Bon, de ce point de vue, son choix tactique a gagné. Sauf que dans l'histoire de la gauche, l'Union aux élections, c'est d'abord pas une union là, c'est une alliance électorale. L'union et l'alliance électorale, elle s'est toujours fait, si je puis dire, dans un équilibre. Un équilibre unité, diversité. L'équilibre unité, c'est partout où c'est nécessaire de se rassembler dès le premier tour pour gagner, pour faire obstacle au Front National. L'union doit être faite. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un accord sur un certain nombre de circonscriptions qui garantit l'élan unitaire. Mais de l'autre côté, sur certains territoires, la diversité des points de vue est utile parce qu'elle montre que justement, il y a beaucoup de gens dans la famille de l'Union. Et je vais vous donner un exemple. Quand on constate les résultats électoraux, la gauche fait 30 et quelques %. Mais elle n'a pas gagné dans des territoires et dans des couches sociales qui historiquement correspondent à la gauche. Les ouvriers, les employés, les territoires désindustrialisés ou périphériques. Qui se tournent vers Marine Le Pen. Qui se tournent vers Marine Le Pen. Or, sans ces électeurs-là, sans la mobilisation de ces Français qui devraient retrouver confiance à la gauche, il n'y aura pas de victoire réelle, non seulement pour gagner les élections, mais pour transformer la société française dans un sens beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus républicain. Et tous les thèmes qu'on développe, Made in France, réindustrialisation, souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire et laïcité, sont des thèmes qui, de mon point de vue, ne sont pas suffisamment portés par toute une série de composantes de gauche, et que la gauche républicaine que nous incarnons, en tout cas que nous voulons incarner, apporte pour élargir et renforcer la gauche. C'est pourquoi nous aurons une centaine de candidats, mais qui ne menaceront pas les capacités de la gauche, si les électeurs lui font confiance, à gagner le maximum de circonscriptions, et pourquoi pas, même si, quand même pas non plus faire des prévisions
excessive, pourquoi pas avoir une majorité. Mais ça veut dire quoi, que vos candidats ne menaceront pas les candidats de la NUP? Ça veut dire qu'ils seront où, vos candidats? Pas en dissidence? Bien sûr, il y aura 100 candidats qui ne seront pas de la NUP. Mais qui seront contre des candidats de la NUP? Bien qui sûr, seront dans des endroits où il n'y a pas de candidats? Qui seront dans des endroits où il y a de la NUP partout. Donc, dans les endroits où nos camarades et nos amis sont susceptibles d'apporter le message que je vous dis, sans mettre en fragilité la capacité pour la gauche de gagner ou de faire le lit du Front National, ils défendront nos couleurs, non pas contre, mais en capacité de porter un autre message. Et on va voir justement que malgré l'accord, il y a des divergences toujours au sein de la gauche. On va en parler avec Alex Poussard. Alex. Bonjour Yann, bonjour Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour. Et Alex, malgré cet accord autour de la nouvelle Union populaire, il y a des points de crispation à gauche dans ces législatives. Oui, et le plus gros point de crispation à gauche, c'est l'affaire Taha Bouaf, qui a laissé des traces au sein de cette nouvelle Union populaire. Alors on le rappelle, Taha Bouaf, c'est ce militant, journaliste qui avait été d'abord investi par la France Insoumise aux législatives dans le Rhône, dans la circonscription de Vénissieux. Ensuite, les dirigeants insoumis la semaine dernière lui ont demandé de retirer sa candidature, car Taha Bouaf, ça fait l'objet de signalements pour violences sexuelles au sein du parti. Mais sa candidature, elle faisait déjà polémique, puisque Taha Bouaf, ça a été condamné par la justice pour injure raciale. Et donc cela a provoqué de nombreuses critiques à droite, mais aussi à gauche, de la part du patron du Parti communiste, Fabien Roussel, qui voulait qu'il retire sa candidature. Fabien Roussel qui soutenait la candidature dissidente de la maire communiste de Vénissieux, Michèle Picard. Et tout cet épisode, il n'a pas été très bien digéré par Jean-Luc Mélenchon. Écoutez. Je tiens à souligner le caractère odieux et distinct de la campagne raciste contre Taha Bouaf. C'est à ce moment-là que Fabien Roussel est intervenu. C'est ce que je vous disais comme fait, en effet. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je reste sous le choc d'avoir vu intervenir en pleine campagne raciste un dirigeant politique de notre famille pour attaquer quelqu'un. Voilà, et on sent qu'il y a une tension très vive entre le dirigeant insoumis et le dirigeant communiste. On note que finalement, la candidate dissidente Michèle Picard, maire communiste de Vénissieux, a retiré hier sa candidature au profit de la NUP et du nouveau candidat investi par les insoumis, Idir Boumertit. Et une question sur cette affaire Taha Bouaf, Alex. Oui, Marie-Noëlle Lienemann, comment vous jugez cette affaire? Est-ce qu'elle a été bien gérée par la France insoumise? Non, il n'aurait jamais dû être candidat. Moi, quand j'entends Jean-Luc Mélenchon traiter Fabien Roussel de raciste, alors que c'est Taha Bouaf qui est condamné en première... Certes, il y a un appel, mais enfin pour injure raciste, pour avoir dit à une policière, si j'ai bonne mémoire, qu'elle était... l'arabe de service. L'arabe de service. Enfin, franchement... Ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est que dans une campagne raciste plutôt au sein de la droite radicale, Fabien Roussel est intervenu pour mettre son grain de sel en disant qu'il devait retirer sa candidature. C'est pas une campagne raciste de la droite radicale, c'est des faits. Fabien Roussel avait même proposé, à certains moments, qu'on rende inéligible quelqu'un condamné pour injure raciste. Donc, inutile de vous dire qu'il n'allait pas droite ou pas droite, c'était insupportable. Et c'est vrai qu'il y a des coups de canif à une certaine idée de la laïcité qui me paraissent pas souhaitables. Et j'appelle les amis de la France Insoumise de retrouver le chemin qu'historiquement, Jean-Luc Mélenchon, car maintenant être laïque, ça devient être suspect d'être raciste. Mais ça va où là? Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent la laïcité pour entretenir le racisme, mais il faut tenir à part égale la lutte contre toutes les discriminations et une radicalité dans la mise en œuvre. Quand je dis radicalité, c'est pas le sectarisme, il faut convaincre, mais mettre en œuvre les lois laïques et jamais tolérer la moindre acte raciste ou parole raciste. Et justement, un mot sur un autre sujet qui concerne la laïcité, qui a aussi divisé à gauche, c'est la question du burkini, qui a été voté hier au conseil municipal de Grenoble, sur proposition d'Éric Piolle, le maire écologiste. Ça divise jusque dans sa propre majorité. Lui, il voit cette mesure comme un progrès social. Et qu'en pensez-vous? Mais pas du tout. Moi, j'aurais voté comme les gens de sa majorité qui ont voté contre. Pourquoi? Parce que la laïcité s'est construite comme un soutien à la fois à l'émancipation des individus, pouvoir s'émanciper de toute influence et pouvoir maîtriser librement leurs choix. Et deuxièmement, elle s'est mise en place dans le vivre ensemble,
car notre pays avait hélas vécu tellement les guerres de religion qu'on sait à quel point ces passions religieuses peuvent tendre la société et rendre la vie commune difficile. Or, on voit depuis quelque temps, non pas la montée de l'islam, qui est tout à fait légitime et normale, on voit des offensives politico-religieuses portées par l'islamisme et qui a une idéologie de contester le siècle des Lumières, de remettre, de venir en arrière sur un certain nombre de grands acquis émancipateurs, notamment la situation des femmes. Bon. Et il y a toujours des coups de boutoir réguliers sur des sujets qu'au début on dit c'est pas grave, pourquoi pas la tolérance, la liberté, et qui de fil en aiguille fait reculer cette idéologie des Lumières. Donc à partir de là, on l'a vu, rappelez-vous, le voile de Creil, certains minimisaient en disant faut pas exagérer, c'est que quelques-unes, etc. S'il y avait, et on a peut-être même trop attendu avant de rétablir la laïcité rigoureuse, c'est-à-dire l'interdiction d'un signe religieux à l'école, on a attendu, et de fait, cette idéologie progresse en contestation de ce qui fait le fondement historique de notre République française. Donc il n'y a pas de concession à faire, il n'y a pas non plus de recul de droit à faire. Moi je le répète, toute discrimination, que ce soit dans le comportement des services publics, de la police, la discrimination à l'embauche, la discrimination au logement et autres, doit être combattue, mais férocement, et beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas donner des alibis à mettre en cause l'idéal de la République. On va revenir justement sur ces différences à gauche, mais sur le plan électoral, Alex, puisqu'il y a des dissidents qui maintiennent leur candidature face aux candidats de la NUP. Oui, il y a des dissidents, notamment du côté d'anciens socialistes. Plusieurs dizaines de dissidents socialistes se présentent face aux candidats investis par la NUP. Et donc certains ont même dû quitter le Parti socialiste. C'est la règle qui a été fixée par Olivier Faure, le patron du PS. Et des dissidents socialistes, il y en a un peu partout sur le territoire. Par exemple, en Dordogne, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve est même allé soutenir ces dissidents en Dordogne. Il y en a également dans le département de la Sarthe, sous l'impulsion de l'ancien ministre de l'Agriculture de François Hollande, Stéphane Le Foll. Et on peut citer également d'autres régions comme la Bretagne, l'Occitanie, avec de manière générale des élus locaux socialistes qui n'acceptent pas cet accord avec la France insoumise. Et il y en a à Paris également. Et il y en a à Paris avec un cas particulier, c'est le cas de Lamia El Harraj. Alors Lamia El Harraj, c'est la députée socialiste de la 15e circonscription de Paris qui a été élue en 2021. Entre-temps, cette année, son élection a été invalidée car il y avait un candidat imposteur lors du scrutin. Donc ce n'est pas du fait de Lamia El Harraj. Cette députée socialiste, elle se représente aux législatives. Elle voulait l'investiture de la NUP, mais elle ne l'a pas obtenue. Cette investiture de la nouvelle Union populaire, elle a été donnée à l'insoumise Danielle Simonet, qui est plutôt proche de Jean-Luc Mélenchon. Alors Lamia El Harraj, elle a décidé de se maintenir et elle a même obtenu le soutien de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin. On va l'écouter. Quoi qu'il soit décidé, je serai à ses côtés jusqu'au bout, dans le quartier dont elle est la députée sortante. Et seuls ceux qui ont voté pour elle peuvent décider s'ils ne voteront plus pour elle ou s'ils vont lui renouveler leur confiance. Il devrait donc y avoir une revanche entre Lamia El Harraj et Danielle Simonet dans ces législatives après l'élection de 2021. Justement, ça se passe dans votre département, Marie-Noëlle Lienemann. Et vous, qui vous soutenez? Est-ce que vous soutenez Lamia El Harraj ou Danielle Simonet? Non, pour l'instant, je soutiens d'une manière générale plutôt les sortants. Mais justement, je vais revenir sur l'Union. Toutes les fois qu'on a gagné, Front Populaire, mai 81, prenons ces deux faits plus notoires, ça s'est toujours fait avec un accord, comme je vous le disais, qui était des bases communes et un accord électoral sur un certain nombre de circonscriptions. Parce qu'il fallait être rassemblé pour gagner, et en général, on protégeait les sortants. Et ce qui était aussi une façon de valoriser les combats et les actions qu'ils avaient menées, sauf quand ils ont démérité, ce qui parfois peut arriver. Bon. À partir de ce moment-là, et le reste des circonscriptions permettait justement à voir comment évoluaient les attentes des citoyens par rapport à la gauche. Et ce n'est pas... Donc, moi, d'une manière générale, je soutiens les sortants, mais ma position n'est pas comparable à celle de ceux qui contestent l'union. Parce qu'il
il y a dans les contestations plusieurs types. Il y a des gens qui vous disent « Mais franchement, les camarades de la NUP, ils se sont trompés. Le bon candidat pour gagner, c'est un élu local qui va pouvoir aller au-delà de ce que la gauche ramène parce que son travail local convainc, etc. » Donc il y en a qui sont simplement sur « Vous n'avez pas fait le bon choix ». Et justement, on va en parler, Marie-Noëlle Lienemann. Pardon, je vous coupe parce qu'on va en parler avec Éric Berger. On remercie Alex. À tout à l'heure. On va en parler avec Éric Berger, qui est à Toulouse, rédacteur en chef adjoint de la Dépêche du Midi, parce que parmi ceux qui sont contre cet accord, en tout cas qui le dénoncent, il y a Carole Delga, la présidente de votre région, Éric. Oui, bonjour. En effet, dans la région Occitanie, il y a une vraie fronde au sein de nombreuses fédérations du Parti socialiste. Il faut dire que l'accord NUP laisse finalement peu de candidatures au PS, puisque sur 49 circonscriptions en Occitanie, il n'y en a que 6 qui ont été réservées au Parti socialiste. Autant dire que sur cette terre historiquement à gauche, socialiste, républicaine, cet accord NUP a beaucoup de mal à passer. Et c'est vrai que Carole Delga a pris un peu la tête de la révolte, de la fronde. Elle l'avait dit avant que l'accord ne soit signé, elle l'a redit après. Et donc, il y aura des candidatures dissidentes qui fleurissent dans de nombreux départements. Il y a 7 départements sur 13 où il n'y a aucun candidat officiel du PS. Et Carole Delga, elle a appelé à des états généraux du Parti socialiste, de la gauche, après les élections législatives. Vendredi dernier, et on en parle aujourd'hui dans nos colonnes, elle a organisé une réunion en visio avec des représentants de fédérations PS de toute la France, a dépassé l'Occitanie pour faire le point sur ces candidatures dissidentes. Un chiffre a circulé, il pourrait y avoir jusqu'à 70 candidats dissidents, ce qui est beaucoup, c'est quasiment autant que le nombre de candidats officiels du PS au niveau national. Alors il y a 2 limites qui ont été posées. D'abord que ces candidats dissidents ne se présentent pas comme des candidats PS officiels, mais également ne se présente pas dans des circonscriptions où il y a un risque d'élection d'un candidat RN. C'est le cas d'une circonscription du Gard où la candidate dissidente s'est retirée. En tout cas, c'est sûr, on regardera de très près vendredi, lorsque le dépôt des candidatures sera achevé, combien il y a exactement de dissidents. Mais il y en aura beaucoup dans la région, des socialistes, mais pas seulement. Il y aura aussi des candidats du PRG, un parti qui compte ici, une quinzaine de candidats indépendants contre les candidats de NUP. Et c'est vrai que Carole Delga, elle est vraiment à la tête de cette fronde contre cet accord, pas seulement pour des questions arithmétiques, mais aussi des questions de programme sur des sujets tels que la laïcité, l'Europe. Elle estime qu'il y a de vraies différences avec la France insoumise. Et vous avez une question pour Marie-Noëlle Lienemann, Éric Berger. En effet, alors donc Carole Delga a appelé à ces états généraux qui pourraient avoir lieu à la fin de l'été, au-delà du PS, pour réfléchir à refonder le parti, la gauche, pour réfléchir aux valeurs, aux idées défendues par cette gauche républicaine et laïque. Alors est-ce que vous-même, vous pourriez participer à cette réflexion et à ce mouvement? Non, mais d'abord, je vais vous dire que globalement, les raisons par rapport à laquelle la gauche républicaine que nous incarnons va déposer des candidatures n'est pas de même nature. Parce que nous ne soutenions pas François Hollande. On n'a pas dit bravo, vive la social-démocratie et tous les remises en cause. Au contraire, on s'est opposé à la dérive néolibérale. Simplement, nous disions dans cette unité, il y a toute une série de diversités qui doit s'unir. Or, les États généraux de la gauche, elle veut les faire sans la France insoumise. Ça, on connaît par cœur. On a connu ça dans la période, pour les plus jeunes qui nous écoutent, au moment du programme commun, où le PC était le diable et où il fallait refaire la gauche sans le Parti communiste, qui à l'époque était extrêmement puissant. Donc je ne suis pas d'accord sur cette stratégie. On ne refonde pas la gauche sans une logique unitaire d'ensemble. Deuxièmement, c'est pas parce qu'on dit laïcité qu'on porte la gauche républicaine dans tout ce qui est son fondement, notamment l'égalité. Or, l'égalité, ça veut dire ne pas accepter ces politiques qui ont été mises en œuvre, qui n'ont fait qu'accroître les inégalités territoriales et sociales. Donc, je respecte ce courant de la gauche, mais ce n'est absolument pas ma famille politique. Elle peut prendre sa part, elle ne peut pas être dominante. Et il n'accepte plus l'idée qu'après avoir été dominant au sein du Parti socialiste et avoir finalement fait son échec,
Aujourd'hui, le peuple n'a pas choisi cette voie. On nous donne souvent l'exemple de l'Allemagne, mais on voit que justement aujourd'hui, il y a des grandes sanctions politiques aussi de la social-démocratie. Donc l'avenir de la gauche, elle est ailleurs. Elle est à retrouver, puisqu'on parle du Sud-Ouest, les vraies terres jaurétiennes qui n'acceptent jamais la moindre exploitation des ouvriers et du peuple. Merci Marie-Noëlle.